à la ressourcerie de l'écrivain. Je suis carrément en retard parce que nous sommes déjà le 20 février et je voulais vous parler des sorties du mois de février 2024. Donc c'est parti, écoutez. Je ne parlerai ici que des livres qui me tentent, pas des suites des sagas que je n'ai pas commencées en général, potentiellement des premiers tomes, mais surtout des stand-alone, donc un livre seul en littérature blanche, en imaginaire, en romance, peut-être dans d'autres genres littéraires aussi. Je ne vais sans doute pas parler de romans graphiques, BD et manga parce que j'en lis rarement et je ne m'y intéresse pas tant que ça, j'y connais pas grand-chose, je vous avouerai. J'ai remarqué que pas mal de maisons d'édition vont sortir des intégrales. Elles ne m'intéressent pas toutes, je ne mentionne que ce qui fait tilt. Toutes mes sources viennent de Booknode, donc peut-être qu'il peut y avoir des erreurs dans les dates de publication que je vais annoncer. Je n'ai pas vérifié sur les sites des maisons d'édition parce que la préparation en fait de cette vidéo demande énormément de temps, ce qui fait que je vais essayer de la faire à peu près régulièrement sur les 6 premiers mois de l'année. Si je vois que ça ne fonctionne pas tant que ça me rapporte pas grand chose et que c'est un peu chiant à faire pour moi, je laisserai sans doute tomber. Mais si vous dites qu'il y a des choses qui vous intéressent, là je pense que j'aurai besoin de votre soutien. Pour février, j'ai sélectionné 23 livres. On a d'abord Sauvage, qui est une... Vous avez vu cette couverture comme elle est belle? C'est de Nathalie Bernard et c'est aux éditions, ce que j'arrive pas à lire, Pôle Fiction. Je vais vous lire le résumé. Alors la couverture est vraiment magnifique et je me demande si c'est pas un... On s'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire. Je pense que c'est du jeunesse. Le petit résumé qui va bien de chez Booknode. Jonas vient d'avoir 16 ans, ce qui signifie qu'il n'a plus que 2 mois à tenir avant de retrouver la liberté. 2 mois, 60 jours, 1440 heures. D'ici là, surtout, ne pas craquer. Continuer à être exactement ce qu'il lui demande d'être. Un simple numéro, obéissant, productif et discipliné. En un mot, leur faire croire qu'ils sont parvenus à accomplir leur mission, tuer l'Indien dans l'enfant qu'il était en arrivant dans ce lieu de malheur 6 années plus tôt. À travers ce destin, Nathalie Bernard nous parle de ces pensionnats autochtones qui ont existé au Québec jusque dans les années 1990 et qui ont accueilli des milliers d'enfants brutalement arrachés à leur culture indienne. Entre romans historiques et thrillers, l'auteur nous entraîne dans une course effrénée au cœur des immenses forêts québécoises. Une chasse à l'homme qui ne possède que 2 issues, la liberté ou la mort. Je fais un petit point rapide. Je voulais faire un petit 7 jours, 7 livres. Donc le but du jeu, c'est de lire 7 livres que j'ai sélectionnés pendant 7 jours. J'ai évidemment explosé les 7 jours. Je crois que je suis à une vingtaine. Et parmi ces livres-là, il y en avait un. Je vous mettrai le titre en barre d'information, qu'il valait vraiment le coup. Si Sauvage de Nathalie Bernard vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo 7 jours, 7 livres. C'était un petit peu en mode thriller. Je me souviens plus du titre ni du nom de l'autrice, mais c'était un très joli livre, très court. Couverture sympathique aussi, une très belle plume, je vous encourage vraiment à le lire. Mais j'en parlerai du coup dans ce vlog lecture une fois que j'aurai fini de lire ces 7 livres dans les 27 jours, peut-être. On passe au livre suivant, qui est La bibliothèque ambulante des Appalaches de Kim Michelle Richardson chez Charleston. Ah, c'est un tome 1 sur 2. Donc des fois, je me promets de faire des choses et dès le 2e livre, paf, je mens. En 1936, au cœur des bois de Troublesome Creek, dans le Kentucky, vit la jeune Mary Cussie Carter, 19 ans. Elle est la dernière femme vivante et la descendante d'une étrange lignée de montagnards à la peau bleue, originaire de France, des Schtroumpfs sans doute. Cette jeune femme solitaire travaille pour le projet Pack Horse Library. Chaque jour, elle parcourt de longues distances sur sa mule pour apporter des livres aux habitants pauvres des montagnes du Kentucky. Si Cassie cherche plus que tout à offrir une échappatoire à travers la lecture à ceux qui n'ont rien, elle va devoir affronter des préjugés aussi vieux que les Appalaches.
et ben ça me disait vachement bien. J'aime beaucoup ce genre de... Alors, franchement, les publications de Charleston, en fait, j'ai un petit peu craqué, vous verrez un book haul, mais dans très longtemps. J'avais acheté 2 poches pour avoir gratuitement Juvenilia de Jane Austen. Et vous voyez, en termes de... Enfin, ils ont une ligne éditoriale, je pense, au niveau de la romance, qui va plus me convenir en tant que lectrice que des choses comme Addictive ou comme Hugo Roman version romance. Parce que ça correspond peut-être plus à mon âge, j'en sais rien, hein, mais ça me plaît bien. Donc cette histoire-là me plaisait bien parce qu'il y a toujours le côté un peu roman historique qui est sympa. On passe ensuite à L'Apprentie cartomancienne d'Aurélie Croiset aux Échos. Avec une très 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 belle couverture aussi. Je pense que c'est une... on doit être sur du jeunesse ou young adulte là. Une enquête palpitante au cœur du Paris napoléonien, fourmillant d'anecdotes historiques et mêlant avec brio ésotérisme et criminologie. L'histoire fictive de l'apprentie de la célèbre cartomancienne et nécromancienne française Marie-Anne Lenormand, 1772-1843. Paris, début du XIXe siècle. Louise survit dans la rue comme diseuse de bonne aventure. Officiellement, elle lit dans une boule de cristal. Officieusement, elle sait surtout décrypter le visage de ses clients. C'est ce qui pousse la célèbre cartomancienne Marie-Anne Lenormand à la prendre comme assistante. Ensemble, elles forment rapidement un duo très prisé de la place parisienne, jusqu'au jour où tout bascule. Alors que l'inspecteur Brandicourt sollicite les compétences de Marie-Anne sur une étrange affaire de meurtre, la prophétesse est arrêtée pour trahison. Déterminée à ne pas laisser ce coup du sort la renvoyer dans la rue, Louise va œuvrer pour libérer sa mentor et faire la lumière sur ce crime mystérieux. De la cour de l'impératrice Joséphine au bas-fond de la capitale, l'apprentie cartomancienne devra se faire discrète et clairvoyante, car les dangers sont nombreux dans ce monde de complots, de jalousie et de traîtrise. Ça a l'air vraiment pas mal. Je ne connais pas l'autrice, son nom me dit quelque chose, mais je pense que je ne l'ai jamais lu. Et enfin, la couverture est vraiment hyper jolie. Ça fait penser un peu aussi les photos du début du spiritisme, donc des photos trafiquées où on voit des esprits, des silhouettes un peu transparentes. Ça me fait penser à ça. Livre suivant, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett chez Sabran. Je l'ai vu passer partout, donc je pense que vous êtes déjà au jus. C'est le premier tome d'une série de 2 livres. La couverture est très très belle. Coucou Selkette, tu me diras ce que tu en penses. Je sais que tu l'as acheté. Elle ne pense qu'au travail. Il aime coudre au coin du feu. Un véritable conte de fées les attend. Explorer le royaume des fées aux côtés de la chercheuse la plus grincheuse d'Angleterre. Emily Wilde est douée dans bien des domaines. Universitaire hors pair et experte mondiale en dryadologie, elle travaille sur la première encyclopédie féerique jamais écrite. Oula, attention, des noms difficiles à prononcer. Lorsqu'elle débarque dans le village nordique de Ravensvik pour y étudier les recluses, les fées les plus rares au monde, Emily n'avait pas prévu la compagnie de son élégant rival, le professeur Wendell Bumblebee. J'adore ce nom. Venu l'aider dans ses recherches, ce dernier sème bientôt la pagaille dans sa vie, la frustrant à la limite du tolérable. Alors que les recluses s'avèrent bien plus dangereuses qu'escomptées, donnant au conte de fées les allures de cauchemar, l'insupportable Bumblebee semble quant à lui de plus en plus difficile à ignorer. Emily devra garder la tête froide si elle espère revoir la chaleur de son Angleterre natale. Ça me dit bien. Alors j'ai un petit doute vu la maison d'édition. Est-ce que ça va pas être des trucs un petit peu chauds? Vous voyez, du popotin, compagnie. J'ai un petit doute, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu au moment de la sortie de cette vidéo. On passe au syndrome du spaghetti de Marie Vareille chez Pocket Jeunesse, chez PKJ, avec une jolie couverture, moi je la trouve sympa. La vie, c'est ce qui t'arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans, de John Lennon, une belle citation de John Lennon. Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se réinventer et garder espoir dans l'avenir? Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser.
Entraînée par son père qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé. À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et au garde à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. Ils se sont croisés une fois par hasard. Ils n'auraient jamais dû se revoir. Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever. Leur destinée s'en trouve à jamais bouleversée. Ça avait l'air de parler de basket. On passe au livre suivant, Le Murmure de Christian Bobin chez Gallimard. Pourquoi Christian Bobin? Parce que j'ai lu pas mal de ses livres que j'ai beaucoup aimés quand j'étais beaucoup plus jeune et je me dis pourquoi pas en relire un nouveau. Les poètes meurent au combat même quand ils meurent dans leur lit. Ils livrent bataille toute leur vie. Hanté depuis toujours par la mort, dès ses premiers écrits, Christian Bobin paria pour le salut par la poésie, plaçant sa vie sous une pluie de lettres noires et blanches. Même le dernier instant du poète, qui meurt juste après avoir achevé son dernier livre, y était vu de façon prémonitoire. La bouteille d'encre noire renversée au fond de l'âme. Commencé chez lui au Creusot en juillet 2022, poursuivi sur son lit d'hôpital durant les 2 mois précédant sa mort le 23 novembre 2022, Le Murmure appartient à ses œuvres extrêmes écrites dans des conditions extrêmes. Dans ce livre ultime, le plus humain des poètes se révèle être aussi le plus héroïque. À l'hôpital, celui dont le rire explosif sonnait comme un défi réalise à la lettre cette parole de Rimbaud. « Je suis de la race qui chantait dans le supplice ». Le Murmure est la trace d'une course entre l'amour et la mort. À la fin, c'est l'amour qui gagne, faisant de ce chant un sommet d'humanité. Le destin qui s'achève sur une telle victoire ne s'arrête pas là. Il commence. Moi, Christian Bobin, ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ou relu de livres de lui. J'avais lu L'inespéré, La plus que vive, Autoportrait au radiateur, Le Très-haut par exemple. Et c'est très poétique, enfin ça fait vraiment prose poétique. C'est très joli. Je pense que ça peut toucher. Je sais que j'ai une amie qui n'aime pas du tout. C'est des livres qui sont courts, qui se savourent. Après, c'est mes souvenirs de lecture qui doivent remonter d'il y a 20 ans. Donc peut-être que maintenant, si je les relisais, je trouverais pas ça terrible ou je trouverais ça un peu pédant ou un peu trop barré. Mais j'ai une affection particulière pour Christian Bobin. Et cette thématique aussi. On passe à Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda chez Olympe. Un petit point info très rapidement. En fait, ce livre est déjà sorti parce que je l'ai acheté pour une copine qui, j'espère, ne va pas regarder la vidéo. Je pense pas. Ada Vivalda, c'est aussi Chris. Je ne vais pas écorcher son nom parce que je me souviens pas. C'est un nom des pays de l'Est. Vulkicevic, un truc comme ça. Qui a sorti déjà plusieurs livres sous son nom ou le pseudo d'Ada Vivalda et qui anime un podcast que je vais vous mettre en barre d'informations que je trouve très intéressant dans l'échange où elle parle en fait de leurs habitudes d'écriture, de leurs techniques, leurs petites astuces. Et c'est 5 autrices qui sont copines, des autrices qui sont publiées pour certaines, qui n'envisagent pas du tout la publication, l'auto-édition ou l'édition pour d'autres. Et franchement, c'est très sympa à suivre. Et ce livre-là est très très beau. Je parle visuellement, parce que je ne l'ai pas lu. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par les génies. Après une longue errance à travers les siècles, elle a enfin trouvé un refuge et une famille sur l'archipel paisible d'Hibernia. Les habitants de ce qui fut jadis l'Irlande voient désormais en elle Lady Whitmore, la dame aux yeux sombres, gardienne de ces derniers morceaux de terre verdoyante que la mer grignote chaque jour un peu plus. Mais l'abondance qui règne sur Hibernia commence à susciter la convoitise de Cymru, l'archipel voisin, puissant et surpeuplé. Le conseil de Cymru envoie alors chez Lady Whitmore un émissaire aussi détestable que séduisant, l'Ethan Alcor. Tout juste élu conseiller, l'Ethan a une mission cruciale, percer le secret de la richesse d'Hibernia. Et pour y parvenir, il est prêt à user de ses stratagèmes les plus redoutables contre Alba et ses proches. La cohabitation risque d'être orageuse.
Il n'y a pas beaucoup de retours encore, mais bon, c'est un livre qui est sorti il y a 3 semaines. Mais je le trouve très joli, ça me dit vraiment bien. Je regarde où j'en suis. On passe à Virgile de Jean Giono. Je n'ai pas noté le nom de la maison d'édition parce que j'arrive pas à le lire. C'est une très jolie couverture. Jean Giono brosse un portrait très personnel et émouvant de Virgile, depuis sa naissance dans sa Lombardie brumeuse jusqu'à sa mort prématurée. La présentation d'une centaine de pages aussi entre essais, récits et rêves. Giono nous livre son Virgile. Il raconte le poète autant qu'il se raconte lui-même, dans une langue gracieuse et infiniment poétique. Une citation. « Il a mis toute sa terre dans ses vers. Oh, pas à la façon des journalistes, des reporters, des photographes et de ceux qui écrivent dans la réalité, qu'ils disent. Il a mis toute sa terre, l'ayant au préalable broyée soigneusement sur son cœur et réduite en fine poudre d'or, en sève et en fumée de brume, pour qu'il puisse en composer en toute liberté une terre qui sera valable pour toute la terre. » Giono, j'ai lu quelques livres de lui, pas beaucoup, peut-être un ou deux, peut-être Regain, je suis pas sûre. Il y a très longtemps, j'ai bien aimé en fait l'univers qu'il met. Je me souviens pas trop du style, ça remonte hein, comme je vous disais, mais du coup je me disais pourquoi pas un petit Giono, hein, ça fait longtemps. On passe à Résonance de Morgane Rugraff et c'est un tome 1 sur je ne sais pas combien de tomes et je n'arrive pas à lire non plus là le nom de la maison d'édition qui est beaucoup trop petit et je ne ferai pas... Je mettrai les noms des maisons d'édition en barre d'information quand je ferai le montage si je trouve l'information. C'est un livre qui est sorti le 6 février. Les légendes parlent de dons extrêmement rares, les résonances. Au nombre de 3, elles firent trembler le ciel, la terre et les mers. Murmuration, capable de rassembler toutes les créatures du ciel sous un même cri. Liaison, capable de connecter toutes les créatures de la terre sous un même ultrason. Vibration, capable de relier toutes les créatures des mers sous une même onde. Ceux qui n'ont pas oublié se souviennent d'une 4e résonance, sans nul doute la plus fascinante, mais également la plus dangereuse. Perdue depuis des siècles, elle reste dans les mémoires comme un souvenir inavouable. Certains la nommaient fusion, et d'autres aberration, mais qu'importe le nom. Kaidan et Tegan Jace vivent à Ténéris, une ville portuaire sous le Magnanube, qui ne voit jamais la lumière des soleils. Le destin des 2 frères bascule le jour où Tegan vole le harfang sauvage maintenu captif sur le pont d'un bateau volant et promis comme cadeau au fils du gouverneur afin de sauver des pêcheurs perdus en mer lors d'un terrible orage. Son geste héroïque entraîne Kaidan par-delà le Magnanube en tant que prisonnier, coupable de complicité dans le crime de son cadet. Entre course de méca, désir de survie et l'apparition des dons de résonance, la vie des Jace prend une tournure imprévue. Je pense, au niveau de la couverture qui est très très jolie et du résumé, ça fait SF, on parle de méca, hein. Ça fait peut-être un petit peu aussi steampunk, je sais pas trop, mais en tout cas, tout ce qui a l'air d'être créé en termes de magie, peut-être, les dons là, ça paraît vraiment très, très prometteur. On passe à Entends ma voix de Zelda Lockhart chez HarperCollins. C'est une très très belle couverture. Je suis fan. Et donc il est sorti le 7 février. Seigneur Jésus, si ce n'est pas le petit bébé le plus noir né de ce côté du ciel. Le monde accueille ainsi Lottie Rebecca Lee. D'un autre côté du ciel, un siècle plus tôt, naissait son ancêtre ghanéenne embarquée de force aux États-Unis pour travailler comme esclave. Sa voix, le père et le grand-père de Lottie Rebecca l'entendent qui murmure à leur oreille. Né pendant la Grande Dépression, Benjamin Lee laisse derrière lui la terre orange du Mississippi qu'il a vu peiner dans les champs de tabac pour rejoindre la Corée. Quelques années plus tard, Benjamin Junior part se battre à son tour, au Vietnam. Tous deux tentent désespérément de fuir le souvenir qui les hante dans leur chair, leur sang, en vain. À son retour, Benjamin Junior reprend la route du Sud et s'installe en Caroline du Nord, où sa fille Lottie Rebecca voit le jour. Bientôt, le comportement de la fillette inquiète son entourage. Elle dessine d'atroces images.
exhumant sans le savoir le terrible passé des siens. Mais peut-être est-elle le seul espoir de sa famille, celle qui parviendra à la libérer des liens qui l'enchaînent et enfin à lui offrir la paix. J'aime bien le côté famille, les récits aussi sur l'esclavage des Noirs, le commerce triangulaire. Donc forcément, c'est pas le sujet le plus fun du monde, l'esclavage, mais je trouve que c'est un sujet qui est très riche à explorer. Et on continue avec The Devil's Son de Chloé Walleran chez Plume du Web. The Devil's Son, c'est le premier tome d'une série de 4 livres. Je pense que c'est dans un univers de gang. Je ne sais pas exactement de quoi ça cause et c'est pas sûr que je le lise tout de suite si je l'achète parce que je suis en train de lire actuellement la série de Sarah Fay, donc The Killing Vipers, où je vais vous faire plusieurs vidéos sur les 2 premiers tomes, Reed et Lily, et sur les 3 tomes suivants, et enfin sur celui qui va sortir au mois de mars. Donc je vous dirai ça. Le petit résumé. L'idée d'intégrer un gang, Avalon n'aurait jamais pu l'envisager. Trouver une famille au milieu de toute cette violence, encore moins. Et pourtant, si je pensais passer ma première année d'université de manière ordinaire, me concentrant sur mes études et entourée de 2 ou 3 amis, rien ne pouvait me préparer au tournant que prendrait ma vie. J'aurais dû comprendre que le fait d'avoir une meilleure amie dont le frère fait partie des Devil's Sons allait être une source d'ennui, mais la dernière chose à laquelle je m'attendais était de me retrouver impliquée dans les activités d'un gang païen du Michigan. Encore moins de forger une amitié avec ces bad boys armés. Et surtout pas d'être attirée par Clark Taylor, le plus incontrôlable et dangereux de ces garçons. Désormais, je suis piégée et je n'ai qu'une seule option, les aider, contre ma volonté. Alors, Chloé Walleran, je connais juste de nom cette autrice. Il y a pas mal de livres qui sont sortis sur les gangs, les clubs de motards, etc. Et donc c'est une version poche qui est sortie là il y a 13 jours, le 7 février. Et le truc qui m'intéresse en fait dans ces romances où il y a un peu un fond de criminalité, c'est comment quelqu'un qui a priori n'appartient pas à ce milieu-là peut se retrouver impliqué, voire très impliqué, et nouer des amitiés ou même une relation amoureuse avec un criminel au final. Donc il y a tout ce jeu-là un petit peu délicat qui est assez intéressant. Et moi j'aime bien, je vous dirais, hein, j'aime bien. Donc c'est une version poche qui est sortie. On passe aux Sœurs Wickwood de Ludivine Irola aux éditions Bayard. J'en ai déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler sur les réseaux. Donc c'est un livre qui est sorti le 14 février avec une très jolie couverture. J'aime bien. Quand les sœurs Wickwood, dernières descendantes d'une dynastie d'occultistes royaux, sont convoquées au palais du nouveau souverain, Aloysius l'attendu, elles comprennent que leur vie est sur le point de changer. Si Médora se méfie, sa sœur Allegra, réduite à l'état de spectre depuis sa mort dans l'incendie qui a emporté le reste de la famille, est bien décidée à redorer le blason familial. Les 2 sœurs s'engagent dans une aventure afin de retrouver le livre des mondes obscurs écrit par leur ancêtre, Aleister Wickwood, qui les mènera jusqu'aux confins du royaume. Mais quel secret cache ce grimoire? Serait-il lié à l'extermination du clan quelques années plus tôt? Toutes les vérités ne sont pas bonnes à savoir. C'est un livre qui vient juste de sortir, ça a l'air d'être de la jeunesse. Je le trouve plutôt joli, franchement ça peut le faire vraiment. On passe à Billy Summers de Stephen King, Novel. Je crois que l'édition c'est A Novel. C'est un très... Elle est vraiment sympa la couverture aussi, j'aime bien. Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que les salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission.
À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui y a mis tout son génie et son humanité. Donc c'est un livre qui est sorti le 7 février. Stephen King, j'en ai lu quelques-uns. J'ai lu Jessie, Cujo et Mémoire d'un métier. Jessie et Cujo m'ont vraiment foutu mal à l'aise, mais c'est vraiment complètement la volonté de l'auteur. Mais j'aimerais bien replonger un petit peu dans les œuvres de Stephen King. J'en ai pas lu tant que ça, hein. Je vous ai dit, j'en ai lu très peu. J'ai vu quelques adaptations de ces bouquins qui passaient en général en téléfilm. Donc des adaptations qui peuvent être assez anciennes et qui déjà à l'époque étaient peut-être pas terribles et qui, je pense, n'ont pas très bien vieilli. Mais pourquoi pas. On passe ensuite à Perles de lune de Dee Morisset aux éditions L'Archipel. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette... La couverture est super jolie. C'est chez Archipoche. Ah, et c'est 2 tomes. Il y a L'Appel de la Terre sauvage aussi. Ah oui, ils ont dû sortir le même jour, le 8 février. Une femme à la recherche du secret de ses origines. Sydney, 1995. Lily Barton, la quarantaine, vient de perdre sa mère qui lui a laissé une lettre ainsi qu'un collier de perles orné d'un pendentif en forme de larme. Lily ne l'avait vu que la seule fois où elles avaient rendu visite à son arrière-grand-mère Olivia, dont elle ignore tout. Avec la lettre, Lily trouve la photo d'un homme prise à Broome en 1910. Bientôt, elle mettra la main sur le journal intime d'Olivia, dont elle commence la lecture. Nicole Bay, 1893. Olivia et Conrad Hennessy ont quitté Londres pour devenir fermiers en Australie. Ils y découvrent une nature et un environnement hostiles. Débute pour Olivia une longue aventure semée d'embûches, jusqu'au jour où elle fait la connaissance du capitaine John Tyndall, un pêcheur de perles. En plongeant dans le passé de son arrière-grand-mère, Lily découvrira enfin le secret de ses origines. Une saga dont le souffle, les paysages grandioses et la trame romanesque rappellent la dernière valse de Matilda, l'immense succès de Tamara McKinley. La couverture est très belle. Moi, je suis assez fan des histoires qui se passent en Australie. Le tome suivant, c'est L'Appel de la Terre sauvage, donc toujours de Dee Morisset, et toujours aux éditions L'Archipel. Et par contre, ce livre-là, je pense qu'il n'est pas chez Archipoche. Il doit être en grand format. Je ne vais pas vous lire entièrement le résumé du 2e tome qui va forcément spoiler le premier. Mais disons que Lily Barton a découvert un secret de famille. Elle se rend chaque année dans le comté de Broome, au nord-ouest de l'Australie, afin de renouer avec ses racines. Aujourd'hui, elle n'est pas seule à effectuer le pèlerinage. Elle a enfin convaincu sa fille, Sammy, 30 ans, de l'accompagner. Mais celle-ci est bien plus réservée à l'idée de retrouver la trace de ses ancêtres dans l'outback australien. Une fois réunies, mère et fille parviendront-elles à se réconcilier malgré les désaccords qui les ont éloignées au fil du temps. Lorsqu'elles se retrouvent mêlées malgré elles à la mort mystérieuse d'un touriste, mère et fille doivent apprendre à dépasser leurs différends et qui sait, grâce au passé, renouer leurs liens. Pourquoi pas, ma foi. J'aime bien, moi, les histoires de famille. J'ai toujours kiffé ça. On passe à L'Enterrement des étoiles de Christophe Guillemin aux éditions Nemos, donc des indépendants de l'imaginaire. Avec une couverture qui est juste sublime, qui fait penser un peu à du Klimt, ma foi. Non ? L'annonce de la fin est proche. À la cité des héritiers, le roi Génophon reçoit la visite de l'oracle annonciateur. C'est le moment que choisit un cirque pour s'installer non loin et offrir un moment de joie. Cette compagnie de monstres de foire doit faire face à l'obscurité qui s'étend et découvrir la lumière intérieure, l'unité et l'harmonie comme derniers espoirs. Dans la nuit d'encre, les étoiles éphémères seront portées par ceux que la société rejette pour leurs différences. Ça me dit bien, franchement. Et l'édition est juste sublime. Hein. Et c'est sorti le 8 février aussi. On passe à La Voix du loup de Sam Thompson. Je n'arriverai pas à lire le nom de la maison d'édition, je regarderai et je vous le mettrai.
Une voix s'élève pour défendre les animaux de la forêt. Silas vit dans le silence. Il ne parvient pas à s'exprimer à l'école où les mots lui échappent constamment face au harcèlement des autres élèves. Tout change le jour où il rencontre un loup blessé et lui vient en aide. Il apprend qu'Isengrin, sa femme Hersent et leurs petits sont les derniers de leur espèce à se déplacer librement entre les mondes des humains et leur propre monde magique, la forêt. Le peuple renard y a réduit les autres loups en esclavage, usant de la parole pour prendre le contrôle. Leur chef, le cruel et manipulateur renard, dirige tout depuis sa cité souterraine et n'a qu'un objectif, capturer Isengrin et sa famille. Quand Silas entre dans la forêt, il comprend vite que le langage, même ici, est synonyme de pouvoir. Pourra-t-il trouver sa voix à temps pour défendre ses nouveaux amis? Pourra-t-il devenir la voix des loups? Une fable lyrique sur le pouvoir du langage et la relation entre humains et animaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, je connais juste un petit peu de noms là, Isengrin, renard, etc. On est vraiment sur des fables médiévales, il me semble bien. C'était des personnages où souvent le renard gagnait, il me semble, parce qu'ils sont ennemis. J'essaierai de retrouver le nom de l'auteur, s'il y a un nom pour l'auteur de ces fables médiévales, parce que je ne me souviens plus comme ça. La couverture est sympa. On est vraiment sur du livre jeunesse, mais ça donne envie. Et du coup, si je trouve le nom de la maison d'édition, je vous le mettrai, parce que j'arrive pas à lire, c'est écrit tout petit. On passe à Ton silence m'appartient de Bertrand Touzé aux éditions Les Presses de la Cité. Ah mais franchement, ces couvertures, elles sont jolies, hein. Sauvages et désertes, les falaises de Kilkee, dans l'ouest de l'Irlande, attirent les âmes désespérées. Depuis la mort de sa femme, Sean, un fermier des environs, a pris l'habitude de les arpenter chaque soir pour être cette dernière main tendue à ceux qui ne croient plus en rien. Un jour, Liam, brebis égarée recueillie par Sean sur son exploitation, sauve une jeune femme, Moira, de la noyade. S'il l'imagine perdue, elle semble être pourtant exactement à l'endroit désiré. Et si ce retour était pour elle l'occasion de renouer les liens défaits et d'apaiser les douleurs du passé? Une ode à la vie et au hasard des rencontres qui peuvent changer son cours. Franchement, ça me dit bien. Je connais pas l'auteur, mais en plus l'Irlande. Oh, l'Irlande. On passe au plus profond de la forêt de Holly Black chez Rajo, avec une très 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 belle couverture. À sol clair, les humains et les fées coexistent. Les fées ou faées coexistent. Là, au plus profond de la forêt, celui qui cherche bien peut trouver un cercueil de verre. À l'intérieur, un garçon doté de cornes et d'oreilles aussi pointues que des couteaux est assoupi depuis des générations. Hazel et Ben, frères et sœurs, étaient tous les deux amoureux de lui quand ils étaient enfants. Mais le jour où le garçon fée se réveille enfin pour sortir de sa prison de verre, le monde bascule. Petite fille, Hazel aimait prétendre être une chevaleresse, brandissant son épée et réparant les torts. Mais ces jeux d'enfants seront-ils suffisants pour échapper aux trahisons et sauver Sol Clair du danger qui les menace? Donc c'est un livre qui est sorti le 14 février. Il commence à y avoir quelques commentaires sur Booknode. Puis je l'ai vu, il me semble, en rayon, il est très beau. On passe à Emily de New Moon de Lucy Maud Montgomery, qui est l'autrice de la saga Anne of Green Gables, qui est aussi aux éditions, il me semble, Toussaint l'Ouverture, avec une magnifique couverture. Donc c'est le premier tome d'une série de 3 livres, Émilie de la Nouvelle Lune. Après 10 merveilleuses années d'une existence libre et presque magique aux côtés de son père, Emily Bird Starr se retrouve soudain arrachée à son foyer et confiée à de lointains parents pétris de règles et de traditions dans la digne et rurale demeure de New Moon. Néanmoins, la fillette à l'âme indomptable est capable de faire face à tout car elle possède un secret, elle écrit. Décidée à devenir poétesse, elle trouve dans les mots une forme de résilience, une échappatoire à la tristesse, un moyen de déverser les trop-pleins d'un caractère sensible. Véritable alchimiste, elle transforme le plomb du quotidien en or vaporeux. Armée de sa poésie et de son piquant sens de l'observation, elle explore le monde qui l'entoure, résout ses conflits et rend coup pour coup. Parfois d'humeur sombre,
Elle ne cède jamais au désespoir, car sa solitude est celle des poètes, de celles et ceux qui nourrissent leur feu intérieur de paysages, de vies et de détails, afin de rendre leurs pages incandescentes. Si les mots sont ses alliés, elle peut aussi compter dans sa quête sur des compagnons inoubliables, son attachant cousin Jimmy, que tout le monde prend à tort pour un idiot, Ilse, son amie audacieuse au tempérament volcanique, qui ne croit ni en Dieu ni aux fâcheries qui durent, Teddy, le jeune artiste qui doit cacher à une mère un peu trop protectrice ses aspirations, ou encore Perry, le garçon de ferme rugueux qui ferait tout pour Emily. Alors ça sent le feel good à fond les ballons. Alors si je ne me trompe pas, on est dans le Canada, peut-être au tout début du 19e siècle, quelque chose comme ça. Ou même fin 19e, je ne sais plus exactement. Et ça va vraiment être quelque chose de lumineux. Donc ça donne très envie. La couverture est sublime. On passe au Manoir oublié, les temps glorieux de Anne Jacobs chez Charleston. C'est le premier tome d'une série de 3 livres avec un beau château, un beau manoir oublié. Franziska von Dranitz ne peut le croire. Elle est enfin de retour chez elle, au manoir de Dranitz. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, elle et sa mère ont été chassées du domaine familial situé à l'est de l'Allemagne. Si le retour a été impossible pendant de longues années, la nostalgie des terres de sa famille ne l'a jamais quittée. Elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves et ses aspirations. Elle n'a jamais oublié non plus son grand amour, Walter Iversen. À l'époque, tout semblait possible, mais malheureusement, les deux amants furent séparés par la guerre, réduisant leurs rêves à néant. Mais toutes ces années, Franziska n'a jamais perdu l'espoir de retrouver Walter. Oh, une petite romance historique. Et enfin, dernier livre de ce classement des sorties de février, c'est Vous les ancêtres de Bessora chez HarperCollins Poche. Avec là encore une magnifique couverture. Entre Cornouailles et Amérique, un roman puissant sur la destinée d'une femme esclave. La destinée d'une femme, orpheline, boiteuse, esclave, qui rêve pour elle et les siens d'un royaume. 1684, région des Cornouailles. À 16 ans, Jane se retrouve accusée de vol et est déportée aux Amériques pour être vendue. Celle qui était l'orpheline Narcisse, la fille non désirée, la boiteuse, devient l'esclave blanche. Durant ces années d'exil, elle découvre dans la Bible un verset qui promet une descendance puissante à une boiteuse affligée. Elle. 1848, Paris. Johan part pour le Gabon à la recherche des gorilles. Là-bas, il découvre un secret qui le relie à une dynastie de boiteux qui traverse les temps et les mondes pour se délivrer de chaînes invisibles. Entre ces deux époques, c'est toute une fresque familiale étonnante que tisse Bessora. Elle explore avec la même grâce la vérité de l'histoire et le réalisme magique. Ça me donne trop envie. Donc Bessora, l'autrice est magnifique. C'est une autrice qui a écrit 14 livres, notamment Si Dieu me demande, dites-lui que je dors. Ça me donne vachement envie. On verra. On verra. Bah, celui-là il me donne vraiment envie. Je m'arrête ici pour les sorties de février 2024. Je vais très rapidement aller regarder ce qui va sortir en mars et en avril. Parce que c'est un peu longué en fait. Je passe une soirée à éplucher le site Booknote en général parce que c'est mon préféré. Et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des livres parmi ceux-là qui vous plaisent ou si d'autres aussi que je n'ai pas cités vous plairaient. Si vous en avez lu parmi ceux que je viens de vous présenter. Je ne sais pas encore si je vais en acheter. Là, je sais déjà que je résiste très fort pour ne pas acheter le dernier livre de Silvia Moreno Garcia. Mais je pense que je ne vais pas tarder à craquer. Un des buts de ma vie, c'est de lire tous ces livres aussi, à elle, à Catherine Ardenne, Madeleine Miller, Christelle Dabos, Neil Gaiman par exemple aussi, mais bref. À tout bientôt, rêvez tout grand et cassez votre PEL pour aller acheter des livres. Salut!